Une vidéo cette fois-ci sur notre attitude face à nos émotions. Qu'est-ce qu'elles veulent dire et quelle est l'attitude qu'on peut avoir avec celles-ci? C'est un sujet qui est particulièrement important pour moi. En tant que psychologue, je reçois de nombreux patients pour lesquels le problème principal, ce sont ces fameuses émotions et qui viennent avec l'objectif thérapeutique de les gérer, de les supprimer, de s'en débarrasser. Et c'est insupportable pour eux, c'est un vrai frein dans leur vie. Alors je pense, et il a été prouvé, que les émotions peuvent être utiles et qu'elles peuvent nous guider dans la vie. Donc voilà, tout l'intérêt là de ce travail, c'est de trouver une meilleure attitude face à celle-ci pour qu'elle soit plus un handicap, mais au contraire une aide. Ce qui explique ce rapport qu'on a à l'émotion, c'est beaucoup quand même le parcours scolaire et souvent familial, mais dans lequel les émotions, elles n'ont pas leur place. Les émotions positives, oui, mais les émotions négatives, elles n'ont que très peu de place. On nous dit souvent, calme-toi, ne pleure pas, sois sage, ne crie pas. Et c'est assez rare finalement qu'on nous pose des questions sur cette émotion, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Donc très très vite, on a appris que ces émotions-là, si elles dérangent, on risque même d'être puni. Et donc on a appris à les cacher et ou à les taire. Et à l'âge adulte, ben voilà, ça nous donne des personnes qui sont handicapées des émotions, dirais-je. Donc ces émotions, elles existent a priori depuis que l'homme est homme. Et on va passer chacune d'elles en revue et voir un petit peu ce qui se passe quand on les ressent. Donc je prends le premier exemple, c'est le coup du tigre à dents de sabre. Donc on se retrouve face au tigre à dents de sabre. A priori, l'émotion ressentie, c'est la peur. Et donc dans le corps, on va pouvoir ressentir une énorme tachycardie, une accélération donc du rythme cardiaque, une respiration qui augmente, des sensations étranges dans les bras et dans les jambes. Éventuellement, ça peut aller jusqu'à la tête qui tourne. Et la sensation qu'on devient fou, qu'on perd complètement le contrôle, qu'on devient fou, qu'on meurt ou qu'on va tomber. Ça, c'est ce qu'on appelle la panique, enfin la peur paroxystique aiguë, avec voilà, une sensation un peu d'irréalité. Et le comportement, là, en général, c'est ce qu'on appelle les 3 F, la freeze, fight ou flight, je crois. Donc, ce serait soit s'en aller, soit se battre, soit être paralysé. Dans ces cas-là, parce que l'émotion est vraiment très très importante. L'autre cas du tigre, on peut aussi voir les traces de pattes du tigre, mais sans voir le tigre directement, auquel cas ce ne sera pas la peur, mais plutôt de l'anxiété, quelque chose d'un peu plus insidieux. Et du coup, les sensations dans le corps seront une accélération, mais moins importante du rythme cardiaque et de la ventilation. Également, peut-être voilà, le ventre qui va se serrer avec une crispation de l'ensemble du corps. Et là, le comportement, ce sera plutôt d'être aux aguets, peut-être de se cacher. Maintenant, la colère. Donc là, j'ai mis des guerriers. Donc, si on est attaqué, si on était à l'époque, mais encore maintenant attaqué par des guerriers, probablement qu'on pourrait ressentir, alors éventuellement un peu de peur, mais aussi de la colère, si on décide de se battre. Sensation dans le corps, on va ressentir une forte crispation de l'ensemble du haut du corps. Souvent, quand on est énervé, on image ça avec le poing serré et les mâchoires aussi. Quand on est très très en colère, c'est utile, hein, ça permet d'encaisser les chocs du coup dans la mâchoire et puis d'en mettre avec les poings. Et on va sentir une forte tension aussi là au niveau du plexus qui va se nouer aussi. Évidemment, le cœur et la ventilation vont aussi augmenter. Dans la peur comme dans la colère, l'objectif c'est d'amener plus d'oxygène dans les muscles, puisqu'a priori ils ont besoin d'énergie pour courir ou se battre. Bon, dans le cas de la colère, on a compris ça, a priori le comportement ce sera de se battre, de crier, choses comme ça. La tristesse, donc là j'ai mis là une bougie qui signifie le deuil, donc la perte d'un être cher. L'émotion ressentie, ce sera probablement la tristesse, avec des sensations dans le corps comme une sensation de vide, de perte d'énergie, peut-être une boule dans la gorge, les yeux qui pleurent évidemment, puis parfois une sorte d'oppression là, ou de sentiment de vide, ça dépend, les gens le traduisent pas toujours de la même façon, mais on peut sentir tout ça. Et le comportement, en règle générale, on a un comportement de repli social, on se replie sur soi et on se réconforte. Alors on dort parfois beaucoup, ou alors on mange, ou alors on va vers des plaisirs coupables, de l'alcool, la cigarette. Enfin, on va essayer de se redonner des petits réconfortants comme ça pour l'humeur.
en gros. Mais dans un premier temps, donc on se replie et puis on rumine aussi. On se parle dans sa tête et pourquoi ci, pourquoi là, et j'aurais dû, et on rumine un tas de choses dans sa tête. Le dégoût, j'ai mis un bout de viande avarié ici. Le dégoût, donc quand on ressent du dégoût, la sensation dans le corps globalement, ça peut être une sorte de... Le visage va se renfrogner. On va essayer de limiter un peu la respiration pour pas sentir les odeurs, pour pas être au contact finalement des molécules qui sont pas qualitatives. Et on peut avoir une envie de nausée, une envie de vomir. Et le comportement, en règle générale, c'est de s'éloigner de la source de ce qui nous dégoûte. Et enfin, alors j'ai mis un homme que j'ai essayé de choisir aimable, qui a l'air plutôt sympa. L'idée, alors j'ai mis la joie, mais je voudrais différencier deux choses. Il va y avoir effectivement, si c'est un être social qui a l'air sympa, peut-être un ressenti de joie, des sensations de légèreté, un sourire sur les lèvres peut-être. Et le comportement, une envie d'aller vers, un sourire soi-même, voilà, des plaisanteries, un moment plutôt agréable. Le deuxième cas de figure, c'est si cette personne nous plaît et nous attire, et donc on ressent au-delà de la joie du désir avec tous ces symptômes. Ça peut être une petite accélération là aussi cardiaque, un rougissement, et puis pourquoi pas une excitation physique. Et là, le comportement, à nouveau, ce sera d'aller vers, mais cette fois-ci avec un sourire, mais aussi avec une attitude plutôt séductrice. Donc les émotions qu'on vient de détailler, globalement, elles sont les mêmes aujourd'hui, même si parfois les stimuli qui les activent ne sont pas les mêmes. Donc les tigres à dents de sabre et les guerriers, bon, a priori, en tout cas, dans notre pays, c'est pas le cas. Et on peut avoir des choses comme parler en public, être en visio, voilà, des choses que eux ne connaissaient a priori pas. En tout cas, l'utilité, là, je vais essayer de passer en revue un peu à quoi ça sert tout ça. Mais globalement, a priori, c'est plutôt la même. Donc, on va commencer par la tristesse. La tristesse, paradoxalement, c'est une énergie, malgré tout, même si parfois on en manque, mais ça reste une énergie qui nous permet de quitter une image de soi, de quitter quelque chose finalement. Donc ça peut être une image de soi, un idéal, une situation matérielle ou affective, donc une rupture, la perte d'un emploi, la perte d'un téléphone portable tout neuf. Ça peut être aussi quand on est atteint d'un handicap, donc la perte de l'image de soi ou de l'idéal de soi en tant que personne qui peut tout faire. Voilà, donc ça peut être, et puis évidemment la perte, le décès d'un être cher. Donc on réagit comme ça quand on a perdu quelque chose, quoi que ce soit, et donc elle est utile puisqu'on ressent tous la même chose quand on a perdu quelque chose. C'est un processus pendant lequel, après cette perte-là, on va préparer une nouvelle façon de vivre sans ce qui a disparu. Donc finalement, l'idée de se replier et de ruminer, comme on l'a vu tout à l'heure, ça permet, dans ces ruminations, finalement, elles vont être évolutives. On va commencer avec certaines idées, et puis petit à petit, à force de ruminer, elles vont se transformer, et elles vont aller vers quelque chose où la personne finit par accepter la perte, et parfois essayer de retrouver ce qu'elle a perdu d'une autre façon. Et du coup, elle va se mettre en marche vers cette nouvelle façon d'obtenir ce qui lui manque. Donc c'est un processus de deuil, globalement, qui est aidé par ces sensations-là. Concernant l'anxiété, elle attire l'attention sur des dangers, alors réels parfois ou moins réels, ça dépend, ou sur des situations à risque. Elle peut permettre de prendre conscience de ce qui est important pour nous. Effectivement, quand on n'en a rien à faire de quelque chose, en général, on ne ressent pas tellement d'anxiété. Et parfois aussi prendre conscience d'un conflit entre plusieurs valeurs qui font partie de nous. J'ai fait une vidéo sur les valeurs. Il peut arriver, par exemple, vous avez une famille à nourrir, et donc la famille, c'est une valeur importante pour vous, de réussir à subvenir aux besoins de la famille. Et de l'autre côté, être altruiste, c'est une valeur importante pour vous. Et pourtant, pour pouvoir nourrir la famille, vous devez avoir un emploi dans lequel vous faites parfois des actions pas franchement altruistes. Je pense à des ressources humaines, par exemple, où vous devez licencier des gens qui n'ont pas franchement fait de faute, par exemple. Là, on peut se trouver dans une situation où la personne va se ressentir de l'anxiété, elle ne se sent pas bien, un peu comme s'il y avait un danger pour elle. Parfois, ce n'est pas un danger imminent, mais ça peut être deux valeurs, deux choses avec lesquelles on n'est pas tellement raccord, qui se tapent l'une contre l'autre, et donc on se sent un peu piégé là-dedans. En tout cas, elle est importante, cette anxiété, elle veut dire... il y a quelque chose d'important pour moi, et elle veut aussi dire attention, ça c'est peut-être un peu dangereux pour toi. Parfois c'est très vrai, il y a un vrai danger,
Parfois, c'est moins vrai. Par exemple, parler en public, le danger, il n'est pas exactement imminent. Mais si on parle en public pour pour passer un diplôme, par exemple, et que ce diplôme, il a du sens pour nous, c'est normal de ressentir du stress et de l'anxiété. La colère, elle fait en principe suite à la perception d'une attaque pour nous, quant à notre intégrité, ou alors quant à nos valeurs. Ça peut aussi concerner une attaque de nos valeurs, de ce qui est important pour nous. Par exemple, quelqu'un qui jette quelque chose par la fenêtre alors que vous êtes très défenseur de la cause écologique, ça peut vous mettre énormément de colère alors que tout de suite vous n'étiez pas menacé quant à votre intégrité, en tout cas pas tout de suite. Et ce qui est menacé là, c'est des valeurs importantes pour vous. La colère, elle a un pouvoir mobilisateur, effectivement, quelqu'un qui fait un discours pour mobiliser des troupes sera plus impactant s'il est très en colère que s'il est très fatigué, très détendu, globalement. Le dégoût, c'est quelque chose qui nous permet de nous protéger des maladies et des infections, mais aussi de nous protéger des actes qu'on va juger immoraux et auxquels on ne veut pas être collé. Voilà, par exemple, si vous êtes dégoûté par le comportement d'un de vos amis, que vous trouvez ça vraiment écœurant pour vous, ça veut dire que ça répond pas à vos valeurs non plus et que c'est quelque chose duquel vous avez envie de vous tenir loin. Donc ça permet de guider toujours nos comportements et de se tenir loin de ça. La surprise peut se définir comme une réaction causée par quelque chose d'imprévu, de nouveau ou d'étrange. Effectivement, la surprise, elle intervient quand on explore quelque chose qu'on ne connaît pas, quand on est curieux. Et finalement, ce qui se passe quand on est surpris, c'est que pendant un temps, elle vide ce qu'on appelle la mémoire de travail, donc en fait l'activité cérébrale. Elle vide l'activité cérébrale complètement. On est comme pendant un temps, il y a un temps d'arrêt, tout est vide et elle est pleinement en pleine conscience, la vidéo dernière, sur le sujet, sur ce qui va arriver maintenant, sur ce qu'on va découvrir finalement. Et ensuite, c'est ça qui va colorer ce qu'on pense et comment on se sent. Mais ce petit moment d'exploration et de surprise, il permet de vider justement l'activité cérébrale pour laisser toute place à ce qui va arriver. La joie, elle, c'est un des plus grands renforçateurs naturels. Ça veut dire que quand on ressent de la joie, globalement, on a envie d'en ressentir encore. Donc tout ce qui nous a donné de la joie, on a envie d'avoir un comportement pour en avoir encore. Donc c'est aussi quelque chose qui va beaucoup nous guider nos actions vers une activité professionnelle satisfaisante, une vie de famille qui nous convient, des activités de loisirs, enfin voilà. Ça peut parfois aussi aller vers des substances, des addictions à des substances, parce qu'effectivement, on peut ressentir de la joie quand on en consomme. Autre effet des émotions, donc on vient de voir que l'émotion, elle peut être un message pour nous, mais également c'est perçu par les autres. Toutes ces émotions, elles sont perçues par les autres et donc elles ont un peu vocation à être un message pour nous, mais aussi pour les autres. En effet, si je vois quelqu'un qui a extrêmement peur face à moi, probablement que je vais chercher pourquoi elle a peur et que je vais essayer moi aussi de me protéger si possible. Si elle est très en colère, soit je décide de me battre contre elle, soit je vais plutôt me retirer. Si elle est très triste, a priori je vais plutôt avoir envie de la consoler. Si elle est écœurée, moi aussi je vais regarder pourquoi elle est écœurée et je vais peut-être m'éloigner de la source de l'écœurement. Si c'est face à moi qu'elle est écœurée, je vais peut-être me demander ce que j'ai, me remettre en question face à mon comportement éventuellement. Et quand la personne est joyeuse, j'ai plutôt envie d'être avec elle et moi aussi d'être joyeux. Donc ça, c'est important aussi de se rendre compte de ça. Et parfois aussi, quand on a l'impression que les gens nous répondent jamais comme on l'aurait attendu, de se demander, tiens, est-ce que peut-être j'exprime une émotion sans m'en rendre compte ? Ça arrive qu'il y ait certaines personnes que je reçois qui finalement ont l'air énervées ou souvent d'ailleurs cette idée de la colère et ils comprennent pas pourquoi les gens ne leur donnent pas ce dont ils ont besoin, mais finalement j'explique assez facilement que quand quelqu'un en face est en colère, on a plutôt envie de se retirer, ça signifie laissez-moi tranquille la colère. Et donc du coup la personne se retrouve un peu seule alors que parfois finalement elle était triste au fond, elle avait besoin d'aide, mais comme elle exprime de la colère, elle obtient pas la consolation dont elle aurait eu besoin. Donc c'est important de prendre conscience de ce travail, de ce qui se passe quand on ressent une émotion. Est-ce qu'on l'exprime facilement ou non ? Et est-ce qu'on exprime la bonne émotion quand on exprime quelque chose ?
Donc ces images-là qui permettent de voir et de se rendre compte que dans le corps, il se passe quelque chose. Donc ce sont des schématisations d'écart à la température. Donc quand on est dans les températures, dans les couleurs plutôt chaudes, c'est une augmentation de la température par rapport à ce qui est la base, donc a priori 37. Et quand on est dans les couleurs plus froides, c'est un écart à la température vers le bas comparativement à la température de base. Donc on peut voir que en fonction de chaque émotion, il y a des zones du corps qui sont globalement soit plus actives, soit moins actives, et que c'est vrai pour tout le monde, et que donc a priori ça a du sens de ressentir ça. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête, donc dans l'activité cérébrale? Globalement là j'ai mis 2 cerveaux dans une IRM qui font la même activité. Alors je ne sais pas exactement ce que c'était, peut-être chercher quelque chose sur un écran par exemple. Et donc, à gauche de l'écran, on a une activité importante. Donc ça, c'est l'activité de quelqu'un qui n'a pas de pathologie psychiatrique et donc qui n'est pas dans un état émotionnel. On peut se rendre compte de ça parce que c'est cette petite zone au centre, tout au centre du cerveau qui s'active fortement quand il y a une émotion. On peut voir que cette zone-là, elle est plus active dans le cas du deuxième cerveau. La zone centrale, elle est un tout petit peu plus active. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que quand cette zone qui s'appelle l'amygdale est très active, le reste du cerveau l'est moins. Et quand elle est plus calme, le cerveau peut utiliser son potentiel et réfléchir plus globalement. Souvent, je donne cette image. Si ça, c'est un cerveau, ici, au centre, le système limbique, donc la zone qu'on voit qui s'active, et ici, le cortex préfrontal. Globalement, je dis qu'on peut voir à l'IRM que quand elle est très active, quand il y a beaucoup d'émotions au centre, ça fait un peu tout péter. Et donc, le cortex préfrontal, qui est celui qui raisonne, qui réfléchit, il ne peut plus utiliser ses ressources. C'est plus possible pour lui de réfléchir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que quand on est très en émotion, c'est pas le moment où on est le plus malin. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que dans les pathologies psychiatriques, et notamment, je pense à la dépression, mais aussi l'anxiété, les personnes peuvent rapporter des flous intellectuels, des difficultés à se concentrer, une fatigue psychique, une sensation de vide, des difficultés de mémoire, des difficultés de raisonnement, et encore parfois une difficulté à faire des choix et une sorte de rigidité de la pensée. Et quand on fait face à une émotion, la plupart des gens ont tendance donc à essayer de l'enlever. On disait au départ, essayer de la gérer, de s'en débarrasser, de la diminuer. Et donc, ils vont utiliser plusieurs méthodes. Alors, la politique de l'autruche, qui consiste à mettre sa tête partout, mais surtout pas là où ça donne de l'émotion. Donc là, on va trouver toutes les personnes hyperactives qui sautent d'activité en activité pour pas avoir le temps de penser. On va trouver la méthode des ruminants, la méthode de la vache, où là, la personne va ruminer sans arrêt sur son problème pour essayer de l'enlever. Pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et pourquoi moi? Etc., etc. Et puis, les méthodes de modification artificielle de l'état, par exemple les drogues ou toutes les addictions, qui permettent finalement d'enlever l'état émotionnel désagréable grâce à une dopamine souvent artificielle. Ce qui est intéressant, ce sont des stratégies qui peuvent fonctionner parfois. Ça s'appelle de l'évitement ou de la lutte. Ça marche par exemple quand il pleut, c'est désagréable d'être mouillé, je prends un parapluie. C'est une forme d'évitement de la pluie, mais ça fonctionne parce que c'est une source extérieure et que d'avoir un parapluie, c'est pas un handicap majeur. Mais quand il s'agit d'un stimuli qui est interne à moi et qui est une pensée, je peux pas sortir mon parapluie, je peux pas l'enlever de cette façon-là. Et donc, ces techniques-là, elles ne marchent pas. La plupart du temps, si quelque chose fonctionne, on va assez vite s'en rendre compte, le problème va disparaître. Et la plupart du temps, dans ces 3 méthodes, finalement, le fait de tout faire pour soit faire que penser au problème, mais pas de la bonne façon, ça ne fonctionne pas. Ne jamais s'occuper du problème, bien sûr que ça ne lui permet pas de s'en aller. Et si l'émotion, elle est là pour dire il y a un souci, si on règle pas le souci, l'émotion elle reste là, ça c'est évident. Et la drogue c'est pareil, le souci n'est pas réglé, mais en plus il y a une altération de l'état. Mais d'ailleurs, c'est le cas pour les 2 autres aussi. Parfois l'hyperactivité, ça peut mettre en danger l'intégrité physique. Donc globalement, c'est de dire, bon, visiblement vous avez essayé toutes les solutions, mais rien ne marche pour l'enlever. Alors peut-être que ce qui n'a pas été essayé, c'est accepter. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo que j'aime bien sur ce que c'est qu'accepter. Et puis après, j'essaierai d'en retirer
ce qui est concret dans le fait d'accepter. Parce qu'on dit toujours, mais il faut accepter, mais en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on fait de concret quand on accepte une émotion? C'est ce que je vais essayer de montrer avec cette vidéo. C'est une vidéo de l'école d'animation Les Gobelins. Eh bien, mademoiselle, vous avez un crocodile. Ah, bon. Oh, vous n'êtes pas la première, vous serez sûrement pas la dernière. On s'en sort très bien, je vous rassure. C'est pas vrai. Bon, je vais vous présenter le projet des constructions 2012 et donc ça sera en 2012 que ça sera fini. Salut. Mais dégage! Casse-toi! J'en ai marre. J'en ai marre de toi. Non. Maintenant, la limite, c'est ça. C'est mignon quand même. T'inquiète pas. Qui ne fonctionne pas avec l'émotion, c'est la lutte, c'est l'idée de mettre beaucoup d'énergie pour l'enlever, cette émotion. Par exemple, quand ça marche pour les attaques de panique, par exemple, quand la personne a énormément d'anxiété et qu'elle essaie par tous les moyens de l'enlever avec des exercices de respiration, des trucs où elle se touche les mains, tout ça, finalement, comme l'émotion est là pour une raison, c'est-à-dire il y a un danger imminent, elle va pas réussir à l'enlever sauf si elle se met à l'abri. Et donc du coup, elle va avoir de plus en plus peur parce qu'elle n'arrive pas à l'enlever, ça augmente les symptômes, elle a peur des symptômes et donc hop, ça monte. Pareil, parfois, être triste à l'idée d'être triste, et du coup, ça nous amène dans une dépression de plus en plus importante. Donc voilà, déjà tout ce qui est tentative de lutte de l'émotion, d'essayer par tous les moyens de l'enlever sans être dans une attitude d'écoute et de compréhension de l'émotion, c'est pas bon. Que ce soit donc cette idée d'essayer de l'enlever par tous les moyens, l'autruche, la vache ou la drogue, ça fonctionne pas. Dans l'idée d'accepter, on dit il faut accueillir et accepter ses émotions. Concrètement, on le voit faire dans la vidéo. Ce qu'elle fait au moment où elle accepte son crocodile, c'est qu'elle le laisse venir déjà, le laisse s'approcher. Et elle le laisse être là. Ça, elle ne le faisait pas au départ. Elle essayait à tout prix de l'enlever, elle lui mettait des coups de pied. Et puis là, soudainement, elle le laisse venir sur le canapé à côté d'elle. Elle tente de mettre une petite limite avec son coussin, mais ça ne fonctionne pas. Le coussin tombe. Donc elle le laisse venir. Deuxième chose qu'elle fait, elle arrive à rire ensuite. Quand le coussin tombe, elle rigole un petit peu. C'est-à-dire qu'elle prend du recul. Elle peut rigoler de cette chose qui, au départ, était très difficile à gérer pour elle. Donc, au départ, on voit bien dans quel état ça la met. Et puis là, finalement, elle change d'attitude et elle arrive à en rire un petit peu, à se décentrer et à prendre un peu de recul. Troisième chose qu'elle fait, elle lui fait une petite caresse et puis elle lui dit « t'es mignon quand même ». Elle en prend soin, prendre soin de son émotion. Et c'est ce qu'elle fait aussi quand
elle va voir l'homme sur le balcon, juste avant elle lui dit « t'inquiète pas », elle fait, voilà, elle est en train de prendre soin de lui. Alors dans l'idéal, pour la fin de la vidéo, c'est moi qui l'avais faite, j'aurais aimé que le crocodile aille avec elle sur la terrasse, parce qu'en effet, il est très probable que, enfin en tout cas, il est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible que en allant sur la terrasse, elle ait encore de l'émotion en parlant avec l'homme sur la terrasse, et que du coup le crocodile soit là et qu'il soit un peu agité. Mais ce qui est important, c'est qu'elle peut faire ce qui est important pour elle avec ce crocodile. Elle n'est pas obligée de l'enlever pour pouvoir lui parler. Elle va peut-être chevrotter un petit peu de la voix, peut-être rougir, mais si ce qui est important pour elle, c'est de lui parler, elle peut le faire quand même. Et là, elle accepte, avec tout ce que je viens de citer. Donc laisser venir l'émotion, la laisser être là, pouvoir en rire, pouvoir se décentrer un petit peu, être moins complètement prise par ça. En prendre soin si je peux, faire mon possible quand même pour lui faciliter la tâche. Et puis, faire ce qui a du sens pour moi. Avec cette émotion, je vais quand même vers ce qui a du sens pour moi. Finalement, c'est pas tellement l'émotion qui est problématique, mais c'est mon rapport à cette émotion-là qui pose problème. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les émotions. La prochaine fois, on parlera des pensées. Quel type de pensée on peut avoir dans la tête et qu'est-ce qu'on peut en faire.